savez sans doute, ce procès abordera le thème de la colonisation spatiale. Cette édition est de nouveau organisée dans les locaux de l'Assemblée nationale, précisément dans cette salle appelée Victor Hugo. Auteur dont une partie de la préface de son œuvre « Les Misérables » m'inspire. Il dit « L'espace est un océan, les univers sont des îles, mais il faut des communications entre ces îles. Ces communications se font par les âmes. » Vous allez mettre en scène avec des témoins et des plaidoiries contradictoires l'équivalent de ce qui se joue à l'Assemblée nationale, avec ses auditions en commission, suivi des débats dans l'hémicycle, avant que la délibération ne vienne clore temporairement ces derniers. La cause que vous allez juger maintenant nous dépasse tous. Je vous remercie de lui consacrer votre temps, votre intelligence et surtout votre humour. Et vous souhaite des travaux fructueux. Je vous souhaite, et je souhaite à ce procès, un aussi bel envol que celui de la fusée Artemis. Merci, mesdames et messieurs. Cette conférence de presse est l'occasion d'exposer l'affaire de mes clients, monsieur et madame Vigie. Ils vont avoir un enfant, mais cet enfant a été conçu dans l'espace. Oui, vous avez un mot à ajouter, c'est monsieur notre Vigie? enfant. C'est notre enfant. Laissez-moi vous exposer l'affaire. C'est notre enfant. L'enfant a été conçu dans l'espace par monsieur et madame Vigie. On a été abusé par la société Snake Corporation. Et aujourd'hui, la société Snake veut se l'approprier. C'est notre enfant. On a été abusé, Stéphane, on a Oui, été abusé tout à en fait. partant dans l'espace. Nous, on partait pour une vie meilleure, pour le bonheur. Et puis, Madame Vigie, c'est vrai qu'on n'aurait pas dû concevoir cet enfant. On n'a pas respecté la règle. Oui, vous ne niez pas avoir signé un contrat. Un contrat, c'est un engagement. Et alors Mais vous n'avez aucune humanité, mes mais clients sont en train de vous dire qu'ils ont été abusés. Mais vous, moi j'ai peur pour vous, j'ai peur pour l'avenir de l'humanité si vous posez des questions comme ça. Si vous mettez le droit avant la parentalité, il y a quand même un vrai souci. Si c'est les sociétés privées qui peuvent s'approprier les enfants, mais alors demain, de quoi serons-nous faits? Quelle sera l'humanité? C'est incroyable. Mais Comme nous vous le rappelons, un procès aura lieu pour déterminer ces questions-là. Les robots journalistes feront égarez, mieux monsieur leur Vigie. travail. S'il vous plaît, maître de Lorraine. Oui, on doit partir. S'il vous plaît, elle se sent mal. Appelez-moi la voiture autonome, s'il vous plaît. On va redécoller, s'il vous plaît. Merci. Mais c'est pas possible, maître de Lorraine, protégez-nous. Appelez-nous. Vraiment, c'est pas possible. On va monter dans la voiture autonome. C'est incroyable. S'il vous plaît, arrêtez. Mais ça va. Fais le chien, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2090. Je suis maître Camille de Lorraine, du cabinet Barbier-Chassin. Avec ma consoeur, qui interviendra tout à l'heure à l'audience, nous défendons monsieur et madame Vigie. Au moment où je vous parle, ils sont dans un vaisseau spatial, à plusieurs années-lumière de la Terre. La technologie nous permet de communiquer avec eux grâce à leurs hologrammes. Nous les entendrons tout à l'heure. Nos clients sont partis il y a 5 ans, vivre dans l'espace, grâce à la société Snake Corporation. Ils ont alors signé des engagements contractuels. Or, ils vont bientôt devenir parents. Cet enfant a été conçu dans l'espace et son statut juridique est au cœur d'un litige sans précédent entre la société Snake et le couple Vigie. Bonjour, allô, monsieur, madame Vigie, vous m'entendez? Bonjour, maître de Lorraine. Nous sommes dans la salle de communication et on vous entend avec un léger décalage. Vous voudrez bien me pardonner si je mets du temps à vous répondre, mais la communication est fluide, je vous reçois 9 sur 9. Vous savez, maître de Lorraine, Laure et moi ne pourrons plus rentrer sur Terre. Et comme vous venez de le préciser, c'est le sort d'un enfant qui est en jeu, le sort de notre enfant. C'est vrai. Monsieur Vigie, pour que chacun comprenne, vous avez bien signé des engagements contractuels avant de partir. Pourtant, c'est en conscience que vous avez choisi de ne pas les respecter, c'est bien cela. Oui, maître de Lorraine. Nous avons signé les engagements de la société Snake Corporation. Nous savions parfaitement qu'ils interdisaient toute conception d'un enfant dans l'espace. Mais vous connaissez comme moi la situation sur Terre. Raz-de-marée, réchauffement, grand mouvement de population, tensions géopolitiques et j'en passe. Ma femme et moi avions tout perdu. Et cette société nous a promis le bonheur en partant vivre dans l'espace.
C'est vrai, pendant 5 ans, on a travaillé chaque jour pour cette société dans la station spatiale. Oui, Laure. Et le temps passant, le désir d'enfant a été plus fort que le contrat. Et maintenant, nous sommes apatrides et notre enfant n'a pas de nationalité. Alors, je veux bien comprendre que ça soit un peu compliqué, mais enfin, les engagements que nous demande de prendre la société Snake Corporation, c'est tout bonnement inacceptable. Inacceptable. Il est hors de question d'admettre qu'une société privée puisse avoir tant de droits, de tels droits sur notre enfant. Notre enfant, c'est pas un objet juridique, c'est pas une chose, c'est une personne. Vous me permettez, c'est justement une des questions que va devoir résoudre la Cour aujourd'hui. Et au-delà de votre situation individuelle, une contestation bien plus large des colons spatiaux a commencé. Un collectif s'est même constitué, n'est-ce pas ? Exactement, maître. Mes collègues ont pris le nom de pionniers spatiaux. Et ils contestent aujourd'hui leurs conditions de travail dans les vaisseaux de la Snake Corporation. On est traités comme des choses, comme des objets au service de cette société privée. Et notre combat et le leur se prolongent. Ne vous inquiétez pas, le procès va se dérouler devant la Cour des droits et libertés, ici, sur Terre. Des jurés vont statuer sur toutes ces questions et nous avons confiance en la justice. J'espère qu'il en est de même pour vous, professeur. Oui, maître DeLorean. Le droit a toujours fondé les civilisations, qu'elles vivent sur Terre et aujourd'hui dans l'espace. Sans le droit, sans le respect de la règle, l'avenir de l'humanité n'existe pas, que ce soit sur Terre, dans le métavers ou ailleurs dans l'univers. Merci. Professeur, Madame Vigie, la Cour va désormais entrer. Mesdames et messieurs, la Cour! Vous pouvez vous asseoir. L'audience est ouverte. Monsieur le représentant de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les députés, Madame et Messieurs les représentants de l'autorité judiciaire, Mesdames et Messieurs les avocats, chers maîtres, Monsieur le procureur général, Mesdames et Messieurs les représentants des spationautes, des astronautes, des cosmonautes libres et délivrés, Son Excellence les représentants des Sans-Terre et de l'effondrement, Mondame l'ambassadrice de l'innovation galactique, Monseigneur la Voie lactée, Mesdames, Messieurs. La Cour salue tout d'abord le public et les partis qui sont venus nombreux à cette audience, certes depuis des capsules spatiales, peu confortable, mais en tout cas, vous êtes là. Merci. Ceci ne surprend pas du reste la Cour, dès lors que le sujet est parfaitement inédit et entre ses mains aujourd'hui. Inédit et d'envergure. Ce n'est pas seulement l'avenir de l'infance conceptus, enfant à naître, qui est en jeu, mais celui de l'humanité et de sa place dans l'espace. Vous le savez, notre planète est aujourd'hui un reliquat de ce qu'elle fut. Entre réchauffement climatique, tensions géopolitiques et récession généralisée, de nombreux terriens ont perdu leur foyer, leur nation, leur repère. Dans ce contexte, la société privée, Space Snake Corporation, a développé des infrastructures dans l'espace et propose à tout être humain terrien qui le souhaite d'accéder à la vie spatiale par la voie de la colonisation, moyennant la signature d'un contrat. Les époux Vigie font partie de ces terriens démunis auxquels la Snake Corporation est venue tenter d'apporter un nouveau souffle, un avenir dans l'espace. Pour autant, la vie dans l'espace est rude. Elle impose des sacrifices pour le bien commun, puisque les ressources sont limitées, l'oxygène est rationné, les portions de nourriture sont millimétrées, l'habitacle est cantonné, il n'existe pas d'infrastructure pédiatrique, scolaire et éducative, la liberté d'aller et de venir est réduite à la circulation dans la capsule. Du fait, les colons spatiaux ont accepté contractuellement de confier à la Snake Corporation la limitation de l'expansion démographique par le contrôle des naissances avant leur départ de la planète Terre. Pourtant, dans un élan de désobéissance galactique, les colons rebelles veulent créer société.
Madame Vigie est la première femme enceinte à bord de la capsule spatiale. Pour assurer la survie de cet enfant, la Snake Corporation, qui est à ce jour la seule société présente dans l'espace, devra fournir de considérables investissements. D'autant plus que la naissance même de cet enfant pose des questions juridiques majeures. Conçu par des parents apatrides, le nourrisson ne pourra bénéficier d'aucun droit du sang ni du droit du sol, puisqu'il naîtra dans l'espace. Dès lors, qui va être responsable de ce bébé, de sa santé, de sa sécurité, de son éducation, de son bien-être? Le droit ayant horreur du vide, la société Snake Corporation a proposé aux époux Vigie la signature d'un contrat complémentaire que ceux-ci refusent de signer, affirmant que son contenu aboutit à la quasi-appropriation de leur enfant par une société privée. Ainsi, à la première question qui doit être tranchée par la Cour, sera posée la question du statut juridique de cet enfant dans l'espace, né de parents apatrides, hors du territoire terrestre, et dont la survie dépend des infrastructures qui n'avaient pas été prévues pour son arrivée. Un sujet d'ampleur qui nous appelle à questionner notre statut d'homme. Comme le disait justement Isaac Asimov, nous piétinerons éternellement aux frontières de l'inconnu, cherchant à comprendre ce qui restera toujours incompréhensible. Et c'est précisément ce qui fait que nous sommes des hommes. Pour autant, les enjeux de l'affaire qui nous réunit aujourd'hui ne sont pas limités, si j'ose dire, au statut juridique du premier nouveau-né de l'espace. En effet, une deuxième question connexe à la première est également soumise à la Cour, celle des droits des terriens qui vivent dans l'espace au sein des infrastructures de la Snake Corporation. Ces derniers ont formé un collectif ayant pris le nom de pionniers spatiaux et interviennent volontairement devant la Cour. Ces pionniers spatiaux dénoncent leurs conditions de travail au sein de la Snake Corporation, laquelle leur semble à ce point dérogatoire à ce qu'ils connaissaient sur Terre et au fondement même des droits de l'homme, qu'ils associent à de l'esclavagisme et ou à du servage. Ces accusations sont naturellement contestées par la Snake Corporation, qui évoque le particularisme inévitable de l'exploration spatiale et le strict respect des règles contractuelles établies pour assurer la survie de chacun en l'absence de droits terriens applicables. Ainsi, qu'il s'agisse de l'enfant à naître et du collectif des pionniers spatiaux, la question, en prenant un peu de recul, reste la même: quels droits fondamentaux et quelles libertés sont garantis aux individus dans l'espace au fur et à mesure que les liens avec la Terre s'amenuisent? Et quelle meilleure instance que celle de la Cour des droits et libertés pour trancher ces questions dans une société de droit dont les frontières ne sont pas arrêtées à celles de la couche d'ozone? Faisons l'honneur à Platon qui disait « La justice est l'intelligence et la sagesse. La sagesse n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. » Souvenons-nous aussi qu'en janvier 2019, la start-up Space Life Origin annonçait que le tout premier bébé naîtrait dans l'espace en 2024. À ce titre, elle envisageait d'envoyer une femme enceinte à bord d'une capsule spatiale afin d'accoucher en apesanteur. Toutefois, 5 mois plus tard, elle faisait machine arrière sous prétexte de problèmes éthiques et de sécurité. Depuis, il n'y a jamais eu d'autre projet de procréation spatiale, car le futur bébé extraterrestre pourrait ne pas avoir la même apparence que la nôtre. En effet, selon les travaux d'un professeur de biologie, Scott Salomon, qui enseigne dans les années 2000 aux États-Unis dans l'université de Rice, eh bien, ce spécialiste de l'évolution avait constaté que l'absence de gravité rendait l'accouchement plus difficile pour les femmes qui devront davantage pousser pour faire sortir le bébé, que l'absence de gravité fragiliserait les os, augmentant le risque de fracture pelvienne lors de l'accouchement, et que pour éviter tous ces désagréments, les accouchements se feraient alors systématiquement par le biais de césariennes. De plus, les futurs bébés spatiaux auraient des têtes plus grosses, ils seraient plus grands, avec des couleurs de peau plus foncées, car les radiations cosmiques et galactiques sont cancérigènes, ce qui amènera les humains à développer différents types de pigments, comme la mélanine, pour se protéger des UV. À terme, cela constituera la séparation de l'espèce humaine en 2 espèces distinctes. Et finalement,
nous aurons peut-être ici le secret, nous n'aurons plus besoin de chercher les extraterrestres, puisque ce sont les humains, c'est nous qui serons le futur. Ce qui nous amène aujourd'hui ici n'est pourtant pas de savoir si un vaisseau spatial peut être une maternité, ni de définir ce qu'est l'espèce humaine. Non, ce qui nous amène ici, c'est de connaître les obligations et les droits de la Snec Corporation, des pionniers spatiaux, des époux Vigie et de leurs enfants à naître. Soulignons que l'espace n'est pas une zone de non-droit et que s'il y a une zone d'ombre, c'est à notre cours d'y apporter le juste rayon lumineux en tout état, en tout temps et en tout lieu, car les règles de droit sont indispensables à toute communauté humaine. En effet, en rompant la chaîne terrestre, nous ne rompons pas pour autant la chaîne juridique qui s'applique vers l'infini et au-delà. Maître Barbier-Chassaing, nous allons commencer par vous. Vous défendez une thèse que je qualifie finalement de thèse d'amour et d'espoir. Vos clients entendent faire société dans cette nouvelle vie qui leur a été offerte, et pour eux, la vie passe par le fait d'avoir un enfant et de retrouver leur dignité humaine. Maître Barbier-Chassaing, nous vous écoutons. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, vous êtes saisis d'un des enjeux majeurs aujourd'hui qui est offert à l'humanité. Cette colonisation spatiale dont vous avez parlé, Monsieur le Président, pose la question des droits et devoirs qui seront attachés à ces colons. Ces droits et ces devoirs sont-ils les mêmes que ceux des terriens? Les conditions de vie inédites justifient-elles des contraintes et des perspectives différentes que sur Terre? D'une manière générale, l'individuel doit-il laisser la place au collectif? Ces questionnements se retrouvent donc dans le cas singulier des époux Vigie, que j'ai l'honneur de représenter et que je vais vous exposer. Monsieur et Madame Vigie, que vous avez vus tout à l'heure, dans toute leur détresse et dans toute leur humanité, sont les malheureuses victimes du réchauffement climatique subi sur notre Terre, vous l'avez déjà évoqué. La montée inexorable des eaux a abouti à la disparition de beaucoup d'îles, a abouti à la submersion des villes et à l'érosion des continents. Parmi les millions de réfugiés climatiques, beaucoup, dont les époux Vigie, se sont retrouvés apatrides. Aucune solution d'avenir ne leur a été proposée par aucun État, si ce n'est de vivre dans un éternel transit dans des campements de fortune. Et c'est ainsi que dans ces campements, la Snec Corporation tenait un bureau de recrutement. La Snec offrait un travail, une nouvelle vie sur une planète, à des jeunes réfugiés, si possible diplômés, en bonne santé, puisqu'ils devaient être en capacité d'être augmentés. Rappelez-vous nos discussions précédentes sur l'augmentation, qui leur permettait de supporter le processus des conditions de vie dans l'espace. Et vous, d'ailleurs, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, accoucher dans l'espace crée un certain nombre de difficultés biologiques qui, grâce à l'augmentation, ne sont plus là. Snec Corporation, de surcroît, ne proposait pas simplement de travailler, il proposait une nouvelle vie, une nouvelle civilisation. C'était un projet civilisationnel. Le désespoir des époux Vigie s'est donc mué en un avenir, un autre possible dans des contrées inconnues. Ces naufragés climatiques devenaient, comme les astronautes d'autrefois, les envoyés de l'humanité. Ils ont donc signé le contrat proposé. Dans cette période de grand désordre, Snec Corporation a su s'imposer comme l'un des acteurs majeurs de l'espace, voire même le premier acteur de l'espace. Longtemps, la conquête spatiale a été l'apanage des États, je vous le rappelle. Les États, depuis l'exploit de Youri Gagarin et les premiers pas sur la Lune d'Armstrong, ont montré leur intérêt sur la recherche scientifique, sur la découverte. Ils se sont lancés dans une compétition technologique tout en étant dans une coopération internationale. Mais aucun État, mesdames, messieurs, n'avait proposé une colonisation ni un programme à vocation civilisationnelle. Aucun. D'ailleurs, je pense qu'aucun État n'avait envie de s'y lancer, fondamentalement. Pourquoi ? Et je vais y venir.
Les astronautes avaient pour vocation de rester une communauté feutrée d'ingénieurs, surentraînés et surdiplômés. Voilà la politique de l'État, et voilà pourquoi le droit de l'espace est un droit qui relève du droit international public, pour lequel il y a un traité de l'espace qui date des années 1967, donc autant vous dire très longtemps, plus un certain nombre de règlements qui ont suivi. Ce traité de l'espace et les conventions complémentaires, je vous le rappelle parce que c'est important pour les débats et vous allez comprendre un peu quel est le processus de ma réflexion, posaient des principes fondamentaux comme la non-appropriation de l'espace, l'utilisation de l'espace dans l'intérêt de l'humanité tout entière et à des fins pacifiques, et l'égalité souveraine des États. Ce traité de l'espace posait donc un cadre juridique qui n'empêchait pas pour autant les États d'avoir recours aux entreprises privées. Dans ce cas, le traité renvoie à des législations nationales qui, sur le privé, a la main en donnant des objectifs d'autorisation, de contrôle et d'immatriculation. En fait, les entreprises n'ont qu'une liberté déléguée par l'État. Alors où est le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'en raison des enjeux économiques majeurs de l'espace, et notamment de l'intérêt économique immense de l'exploitation du sous-sol et de l'exploitation des ressources spatiales, les États ont fait appel aux entreprises privées. Et les entreprises privées, quels États elles ont trouvé pour être le support juridique de leur intervention ? Elles ont trouvé des micro-États, des, comment pourrais-je dire, des paradis spatiaux, pas des paradis fiscaux, mais des paradis spatiaux. Paradis spatiaux qui ont offert, comme les îles Crocodiles ou les îles Caïmans, qui ont failli être submergées mais qui ne l'étaient plus, et qui se sont retrouvés avec un petit bout de terre de rien du tout, un PIB inexistant, aucune ressource économique. Mais il y a une manne extraordinaire. Venez à moi, les entreprises privées. Je vais comme ça vous proposer une législation très accommodante qui va vous permettre, puisque c'est le traité de l'espace qui est toujours en vigueur, mesdames, messieurs, va vous permettre d'aller dans l'espace avec finalement un droit extrêmement accommodant. Nous sommes, pour les îles Crocodiles et les îles Caïmans, ou Alligator, je ne sais plus, nous sommes totalement dans le respect du traité de l'espace. Et c'est comme ça que Snake Corporation s'est développée. Et c'est comme ça que Snake Corporation a commencé à faire du recrutement de ces pauvres apatrides. Je dis pauvres parce qu'effectivement, ils n'avaient aucun espoir sur Terre. Donc, Snake Corporation, se présentant sous l'étendard civilisationnel, ne fait en fait que du business. En fait, Snake Corporation pense à ses intérêts économiques et fait valoir à ces pauvres colons, mais je pense que mon excellente consoeur sera bien plus brillante que moi sur l'esclavage et la suggestion de ces travailleurs. Voilà, ils ont un espoir, mais en fait, ils travaillent. Parce que finalement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les 5 ans de ces époux vigies, ces 5 ans de travail, ces 5 ans de labeur, c'est aucun avenir, fondamentalement. L'avenir promis au moment de la signature du contrat est un avenir qui, en fait, de ce point de vue-là, n'existe pas. Ce n'est pas une nouvelle civilisation, c'est de nouveau les conditions de travail. Les éléments de langage donc, de Snake sont simples. Vous êtes des premiers colons, vous êtes les bâtisseurs, vous êtes ceux qui vont fonder le collectif. Et dans ce collectif, l'individu ne peut pas avoir sa place. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les conditions sont tellement difficiles que le collectif ne peut qu'être... Enfin, l'individuel ne peut pas avoir sa place et le collectif ne peut que fonctionner pour le bien commun. Donc, concernant le droit à l'enfant, Snake Corporation va nous rappeler, mais il est où le problème ? Il est où ? On vous rappelle quand même que sur Terre, compte tenu du réchauffement climatique, on avait déjà des politiques publiques de réglementation qui limitaient les naissances. On avait déjà dit que 10 milliards d'êtres humains, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc on avait déjà des politiques publiques dans des États. Et ensuite, on avait les individus eux-mêmes qui avaient un acte citoyen en disant « mais moi, je veux pas d'enfants, je veux limiter l'empreinte carbone ». Alors il est où le problème de faire signer un contrat comme ça à ces époux qui n'ont pas d'avenir ? Je crois que j'expose bien votre point de vue.
On ne saurait mieux dire. Merci. Nous sommes en accord total jusqu'à présent. Mais Nous pouvons écoutez, nous arrêter dès à présent. je n'en doutais pas. Donc, vu sous leur angle, le contrat initial du colon spatial n'a rien de léonin. Mais c'est pourtant oublié, et je pense qu'on l'a assez évoqué devant vous, la situation de dépendance dans laquelle se situaient les époux Vigie à ce moment-là, qui fait que ce contrat est vicié au sens vice du consentement parce qu'il a été conclu sous l'empire de la contrainte et de la violence. Ce contrat est nul. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous demande d'acter la nullité de ce contrat. Ensuite, c'est méconnaître que Snake Corporation a décidé d'imposer un nouvel ordre public spatial à son bénéfice exclusif. Les colons se sont engagés à apporter leur valeur travail. En contrepartie, ils ont l'air, la nourriture et ils ont une possibilité de vivre. Donc, il n'y a pas de problème. C'est simplement, et là aussi, ça sera rappelé, puisque je suis l'avocat de l'amour, c'est simplement oublier que nous sommes êtres humains et nous continuons à avoir des sentiments. Les époux Vigie s'aiment, ce n'est pas une honte. Ils s'aiment. Et finalement, ces 5 ans de vie difficiles, c'est quand même 5 ans où ils étaient tous les deux. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais on nous a dit qu'on allait faire une nouvelle civilisation. Mais on passe du temps, nous, à travailler pendant ces 5 ans. Et finalement, peut-être qu'on a un avenir, là. Peut-être que ce n'est pas uniquement du travail. Peut-être que toute notre intelligence collective à mettre en place cette civilisation, elle a un sens. Et puis, pourquoi on n'aurait pas un enfant ? Ben, ils ont un enfant. Je regrette que ma cliente, Madame Vigie, dise « je suis désolée, je suis désolée ». Non, non, non. Il ne faut pas être dans la contrainte d'être désolée. C'est l'espoir. C'est l'amour. Et la colonie spatiale, eh bien, elle vit, elle a des êtres humains. Et pourquoi dire non à l'amour ? Pourquoi signer ce projet revu par le déontologue? J'aime beaucoup, moi, les déontologues. C'est comme les déontologues des sociétés de RSE. Les déontologues, ils ont inventé la morale, ils ont inventé beaucoup de choses. Et tout d'un coup, on va le déontologue qui va nous expliquer la vérité révélée. Le déontologue dit « Ah non, non, mais là, moi, j'ai revu ça. Je revois le statut de cet enfant à naître. Et on va pourvoir à son bien-être. Et devant le fait accompli, ça va être merveilleux. » Et puis, finalement, il appartient à la collectivité. Mais où est le problème ? Quand même, ça veut dire qu'on nie le fait qu'en tant qu'homme, en tant que femme, peu importe, on transporte avec nous, et c'est notre thèse, et je n'ai pas besoin d'ailleurs de la développer davantage, on transporte avec nous nos droits d'être humain, le droit à l'enfant, le droit au respect de la vie privée, le droit à la vie familiale, tout ce que sur Terre, on a quand même réussi, bon an, mal an, à mettre en place avec diverses conventions. Pourquoi la Convention internationale des droits de l'enfant sur Terre ne serait pas applicable à l'enfant à naître dans l'espace ? Pourquoi, au motif qu'il est apatride et qu'effectivement on est dans une situation inédite, il serait un sous-citoyen à venir ? Pourquoi ? Pourquoi finalement on considérerait que Snake Corporation se trouve dans une situation contractuelle où finalement il n'y a plus de problématique d'être humain, tout ça est un grand tout, dans un grand collectif, et c'est le contrat qui fait la loi. Pourquoi ? Pourquoi il n'y aurait plus de statut de l'état des personnes ? Pourquoi il n'y aurait plus de droits fondamentaux ? Pourquoi ? Pour des raisons uniquement économiques et rationnelles, au sens où on rationne l'air et la nourriture ? D'autant plus que je tiens quand même à rappeler, juste pour le fun, que quand même, s'il n'y a plus de droits accordés aux individus, j'observe quand même que dans les traités en place, le droit de propriété, là, en revanche, il existe. Il existe. Là, ce droit fondamental de l'homme, il existe même dans l'espace et encore aujourd'hui. Voilà, je dis ça juste comme ça, entre parenthèses. C'est la raison pour laquelle, et je ne serai pas plus longue, mesdames, messieurs de la Cour, mais je pense que vous aurez été convaincus par la situation difficile des époux et vous pensez à un avenir. Pour moi, l'avenir, au nom des époux Vigie, c'est que vous consacriez, parce que vous êtes la Cour idoine, l'universalité des droits de l'homme, quel que soit le lieu, quel que soit le temps.
Je vous demande d'annuler pour vice de consentement, vous l'avez compris, le contrat de colonisation. Je vous demande d'écarter évidemment le projet de Snake Corporation concernant l'enfant à naître parce qu'il méconnaît gravement ses droits. Et surtout, je vous demande aussi de faire acte de création. Je vous demande de lancer comme proposition un code de droit privé spatial qui soit universel, puisque l'espace appartient à tout le monde, sans exclusive. Et je vous demande également de créer une organisation juridictionnelle spatiale pour pouvoir régler les problèmes à venir, car ce problème-là, mesdames, messieurs, soyez-en convaincus, n'est que le premier qui sera posé dans le cadre de la colonisation future. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, Maître Barbier-Chassaing. Maître Millet-Ursin, vous représentez les intérêts du collectif des pionniers spatiaux, lesquels revendiquent notamment l'application du droit international dans l'espace, tel que la Déclaration universelle des droits de l'homme ou de la Convention européenne des droits de l'homme. Sur la base de ces textes, vous qualifiez d'intrinsèquement liés à la qualité d'Homo sapiens et vous en déduisez la nullité des contrats conclus par la Snake Corporation avec les colons spatiaux. Nous vous écoutons. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, donc effectivement, je suis là pour la défense des intérêts des pionniers spatiaux, puisque ceux-ci ont signé un contrat avec la société Snake Corporation qui leur fixe des conditions de vie dans l'espace et en contrepartie, effectivement, de leur travail. Alors, en contrepartie de leur travail, sachant que les contrats qui les lient à Snake Corporation, mes pionniers spatiaux, doivent être disponibles à n'importe quel moment, de jour comme de nuit en cas de nécessité. Ils doivent travailler sans limitation de durée d'espace, dans tous les champs dans lesquels on peut leur demander d'intervenir. Ils n'ont pas le droit de poser de congé, ils n'ont pas de repos, ils ne peuvent éventuellement pas décider de la manière dont ils organisent leur travail. Ils sont en fait de façon permanente à la disposition de Snake Corporation. La seule, finalement, le seul avantage qu'ils en recouvrent étant le fait d'être nourris, logés et qu'on les autorise finalement à vivre sur les navires que Snake Corporation a mis à disposition. De ce fait, nous considérons que, et dans la mesure où ils sont dépourvus de toute garantie, de toute protection, ils ne sont pas sous un contrat viable de travail au sens où on doit le retenir. Alors, la société Snake Corporation nous dit, mais de toute façon, je ne suis pas concernée par le droit international, je suis une société, je me suis implantée dans les îles Crocodiles, je respecte fermement et de façon réelle l'ensemble des obligations que m'impose la réglementation qui m'est applicable, sauf que je vais, moi, vous dire que ce n'est pas parce que Snake Corporation a décidé de façon complètement opportune d'installer son siège social sur les îles Crocodiles qu'elle peut méconnaître complètement les principes du droit international. Notamment, la dignité de la personne humaine est au centre des droits fondamentaux qui doivent être appliqués et qui sont appliqués de façon universelle. Juste pour exemple, quand même, le 14 novembre 2008, on a envoyé la Déclaration universelle des droits de l'homme dans l'espace. On l'a envoyée dans l'espace parce qu'on voulait finalement qu'au moins, en dehors même de la Terre, on applique ces droits universels. Alors effectivement, c'est plus un symbole que quelque chose qui va fonder la réglementation, mais ça veut tout simplement dire qu'on a considéré que les droits de l'homme devaient être appliqués partout, qu'ils ne dépendaient ni de la nationalité, ni de lieu où on vivait, ni du moment où on vivait, et qu'ils étaient intrinsèquement liés à la qualité d'être humain. À partir de là, effectivement, je vais considérer que le droit international s'applique dans l'espace et que les droits de l'homme sont universellement reconnus et doivent également s'appliquer. Alors, on va me dire, mais c'est un contrat de travail. Mais si c'était un contrat de travail,
Mais je serais ravie. Les pionniers spatiaux auraient un vrai statut. Ils auraient effectivement des obligations, mais ils auraient aussi des droits. Or, en l'espèce, ils n'en ont pas. Donc, je ne peux pas considérer qu'il s'agit d'un contrat de travail. Alors, pourquoi est-ce que ça n'est pas un contrat de travail ? Tout simplement parce qu'un contrat de travail, ça doit au moins respecter les principes fondamentaux du droit international et notamment les droits de l'homme. Notamment la convention de l'OIT qui, certes, peut paraître très éloignée des soucis dans l'espace, mais qui vient quand même dire qu'on ne peut pas déroger, on ne peut pas utiliser la main-d'œuvre à des fins de développement économique sans respecter un minimum de droits. Or, les droits de l'homme doivent être respectés. Dès lors que le travail qu'on me demande finalement ressemble à du servage, je ne vais pas pouvoir prétendre que mon contrat est un contrat de travail. Dès lors, le contrat ne va pas être valide. Il ne va pas être valide tout simplement parce que la société Snake Corporation s'est complètement, finalement, a fait abstraction des droits fondamentaux. Je suis corvéable à merci, je dois travailler à tout moment, je ne peux jamais me reposer, je ne peux jamais prendre de congé, je ne peux jamais profiter de rien. Je ne suis là, finalement, que dans la situation que les esclaves au XIXe siècle qui devaient se soumettre en contrepartie du logement et de la nourriture aux organisations demandées par la société Snake Corporation. Alors, la société Snake Corporation, avec son avocat déontologue, me disent « Mais finalement, de quoi me parlez-vous ? De quoi me parlez-vous ? Puisque, quelque part, les pionniers spatiaux, comme les époux Vigie, ont signé un contrat, ont accepté les contraintes. Et que, en plus, comme j'ai un espace limité, que j'ai des contraintes effectivement nécessaires au maintien dans l'espace de la structure dans laquelle finalement mes pionniers spatiaux vivent, finalement, je ne porte pas d'atteinte démesurée aux droits des colons spatiaux. En l'espèce, à mon sens, cette atteinte est pourtant démesurée, puisque rien n'est fait pour organiser la vie des pionniers spatiaux. Ils sont à disposition de façon constante. Ils ne peuvent jamais même proposer de modifier légèrement la façon dont ils interviennent au profit de l'entreprise. Ils ne peuvent être source de propositions et d'organisation même de leurs conditions de travail. Simplement, aujourd'hui, et dans la mesure où la société Snake Corporation a considéré qu'elle respectait le droit reptilien, crocodilien des îles du crocodile. Ils ne peuvent rien décider, ils ne peuvent même pas s'organiser, donc ils n'ont plus aucun libre arbitre. Ils n'ont même plus la possibilité d'intervenir dans la manière de proposer leurs services à Snake Corporation. Donc ils sont dans une condition où finalement ils n'ont aucune liberté. Or, vous constaterez à la lecture de mes écritures que c'est finalement ce qui fait le servage, la servitude. Or, si je suis dans une situation de servitude, je ne peux pas être un salarié, je ne peux pas avoir de contrat de travail, puisque finalement je n'ai pas de droit. Et je n'ai aucune possibilité de m'extirper de ma condition de serf. Donc Snake Corporation devra revoir nécessairement la manière dont ils conçoivent tout ça. Je considère que la situation dans laquelle sont mes clients ne relève pas d'un contrat de travail, mais qu'il s'agit purement et simplement finalement d'un esclavage au profit de Snake Corporation. Merci. Bien, la Cour va entendre les réquisitions de Monsieur le procureur général.
Monsieur le procureur général Emmanuel Daoud, vous sollicitez le défaut de validité des contrats proposés par la Snake Corporation, ainsi que la condamnation de cette société pour abus de faiblesse et crimes contre l'humanité. Nous vous écoutons, monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je dois faire un aveu. Cet aveu, c'est que le ministère public a été défaillant. Il a été défaillant parce qu'il aurait dû engager des poursuites depuis le départ contre Snake Corporation. Et je dois remercier les époux Vigie, les colons spatiaux, de s'être comportés comme des lanceurs et des lanceuses d'alerte et d'avoir eu le courage et d'engager cette action et d'intervenir parce que l'on a toujours raison de se révolter contre l'arbitraire. On a toujours raison de se révolter contre les prédateurs. On a toujours raison de se révolter contre les entreprises criminelles. Et c'est comme cela que le ministère public conçoit cette entreprise. Et même si nous avons été défaillants, c'est sans état d'âme que je vais requérir contre cette société et que je demanderai les peines les plus lourdes. Et je demanderai aussi à votre tribunal de ne pas abandonner les époux Vigie, de ne pas abandonner les colons spatiaux à leur sort entre les mains de cette société ou les mains de ses semblables, parce que nous avons déjà abandonné beaucoup de personnes sur la route. Ou plus exactement, nous les avons abandonnées dans les mers, dans les déserts, dans les montagnes, dans les cols, qui sont devenus des cimetières en raison du dérèglement climatique. Et parce qu'il n'y aurait plus d'avenir réel sur notre terre, il faudrait s'en remettre à ces chevaliers blancs qui nous promettent une utopie différente. On ne peut plus vivre sur terre, laissez-nous faire, nous allons vivre plus heureux grâce à nous, Snake Corporation, sur ces colonies spatiales. Je vous demande, au travers de votre décision, de ne pas abandonner les époux Vigie et au-delà des époux Vigie, de l'ensemble des apatrides climatiques. Permettez-moi quelques mots pour cadrer, de façon complémentaire, parce que l'essentiel a été dit, le débat juridique. Les développements de l'exploration spatiale doivent être examinés à l'aune d'un droit international qui existe. Les États terriens ont souhaité prévenir les abus, et notamment les abus des entreprises privées comme Snake Corporation. Depuis 1967, il y a une convention qui s'impose à vous. Et cette convention, elle dispose quoi ? Les ressources extra-atmosphériques ne peuvent faire l'objet d'une appropriation nationale ou privée par proclamation de souveraineté, cela concerne les États, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen, et là on s'adresse aux entreprises privées. Pour le dire plus simplement et peut-être de façon triviale, l'espace, la colonisation de l'espace, on ne se l'approprie pas sur le modèle du premier arrivé, premier servi. Il faut donc que vos juridictions, que votre juridiction surveille ce qui se passe lorsqu'elle est saisie de litiges grâce à l'action notamment des époux Vigie. Quel est le cadre juridique applicable s'agissant des époux Vigie ? C'est la position du ministère public. Je considère que les époux Vigie ne sont pas des réfugiés. Ils n'ont pas fui leur pays en raison de persécutions tenant à leur race, à leurs opinions politiques, à leur orientation sexuelle, à leur appartenance à un groupe social. Leur pays a été rayé par un tsunami. Je pense que les époux Vigie sont des apatrides. Mais je considère, Monsieur le Président, et je n'ai pas voulu évidemment vous troubler dans le résumé des faits, mais le ministère public ne partage pas votre analyse, ces apatrides, ou ce qui m'a semblé être votre analyse, ces apatrides ne sont pas dénués de droits.
il y a une convention de 1954, ratifiée par l'ensemble des États terriens, qui dispose que les apatrides ont les mêmes droits que les citoyens ressortissants d'un État. C'est écrit dans cette convention, et cela s'impose à vous. Le droit d'ester en justice, le droit de la libre circulation. Ces apatrides climatiques ont les mêmes droits que vous et moi. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, et Snake Corporation, dans ses déclarations publiques complaisantes aux médias, l'a un peu oublié, ce contrat a été signé sur Terre. Et vous avez votre siège social sur Terre. Vous n'êtes pas dans une colonie spatiale. Et donc c'est donc bien ce droit terrien, c'est bien cette convention de 1954 qui s'applique. L'autre précision juridique peut-être à apporter, c'est s'agissant de ce beau bébé à naître. Vous êtes l'avocate de l'amour, le parquet considère aussi qu'il est l'avocat de l'amour et de la famille. Nous sommes à 3 jours, entendez-vous bien, du centenaire de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Dans 3 jours, ce sera la Journée internationale des droits de l'enfant. Et la décision que vous allez rendre est une décision très importante de ce point de vue-là. On attend votre réponse, on attend votre décision. Et que dit cette Convention internationale des droits de l'enfant ? Les enfants doivent être protégés. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui prévaut surtout. Cet enfant, il doit être protégé contre l'exploitation économique, contre toutes les formes de violence ou d'abandon, de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation. Ça ne vous rappelle rien, cela, quand on voit les 955 pages du contrat tellement clair, tellement évident, soumis aux époux vigies. Cet enfant est protégé par cette convention internationale. Et cette convention internationale, elle s'applique, elle s'impose aux juges que vous êtes. Pourtant, depuis le début de ce siècle, et singulièrement ces dernières années, de nouveaux conquistadors sans scrupules ont vu dans l'espace un Eldorado financier sous couvert d'un discours libertarien où il s'agirait de trouver refuge sur d'autres planètes en cas de malheur sur Terre. En réalité, ces entreprises, leurs dirigeants, et je cite l'un d'entre eux, veulent construire des chemins de fer, des puits de pétrole et des mines d'or dans l'espace. On sait où cela nous a menés, des puits de pétrole, des chemins de fer et des mines d'or dans l'espace. Ils se sont engouffrés dans une brèche du traité sur l'espace pour se développer sur un rythme effréné, en s'affranchissant. Oui, vous pouvez vous agiter, maître Crabière. Vous étiez un peu plus fier et suffisant lorsque vous explosiez dans les médias. Monsieur le Président, le ministère s'il vous plaît, public, fier et suffisant, le ministère public modération. La défense comme ça. Vous aurez la parole tout à l'heure. Je demande à monsieur l'avocat général de retirer ses propos. Fierté, suffisance. On n'insulte pas un conseil de la défense. Lorsque la défense soutient une entreprise criminelle, permettez-moi d'avoir une liberté de parole totale. Si vous n'êtes pas satisfait, maître Cabrière, vous saisirez le Conseil supérieur de la magistrature. Eh bien, je demande en tout cas à ce que les propos soient notés sur une note d'audience, qu'ils soient actés. monsieur le Président. Je poursuis, si vous le voulez bien. Ça montre naturellement votre inquiétude et votre affolement, mais bon. Je poursuis, monsieur le Président, si vous m'y autorisez. Je vous remercie, le temps passe. Ces sociétés ont pu se développer avec la complicité de micro-États voyous, les îles Crocodiles, derrière lesquelles vous vous retranchez pour vous dire que finalement ce que vous proposez est parfaitement licite et conforme à l'ordre public international. Ces îles Crocodiles, dont le président a été réélu pour la 20e fois consécutive avec 99% des voix exprimées, ces îles Crocodiles dans lesquelles la présidente de la Cour constitutionnelle que vous avez citée dans vos écritures est la femme du président,
ces îles de crocodiles dont le budget est 1 million de fois inférieur à votre capital social. Voilà ce que sont ces chevaliers blancs, ces nouveaux prophètes qui proposent une expérience unique, coloniser un nouveau monde où l'ordre et l'harmonie régneront, où l'espèce humaine survivra, merci maître, dès lors qu'elle respectera les règles strictes de la coexistence et de la vie en société, privée, imposée par Snake Corporation. Le ministère public prône l'existence intrinsèque à l'humanité d'un ordre public spatial qui permettra la concrétisation des droits fondamentaux de l'espace. Kofi Annan, qui a présidé l'ONU, rappelait souvent que parmi les règles protectrices de l'humanité, la liberté ne connaît pas la frontière. Contrairement à vous, il ne s'arrêtait pas aux frontières terrestres. Cette liberté, elle a vocation à se développer dans l'entièreté de l'univers. J'ai l'impression vraiment que ces sociétés comme Snake Corporation proposent une sorte de féodalisme des temps modernes dans lesquels une seigneurie technophile, intime à une plèbe non initiée, cette nouvelle paysannerie, nous, vous, de remettre son destin entre les mains de quelques sachants audacieux et bienveillants comme Snake Corporation. Avez-vous envie de remettre votre destin entre les mains de cette société après avoir entendu les plaidoiries de maître Françoise Barbier-Chassaing et de maître Catherine Millet-Ursin? Pour ce qui me concerne, la réponse est négative. Alors, Snake Corporation nous infantilise, elle cherche à nous hypnotiser comme le serpent K dans le livre de la jungle, hypnotise Mowgli avec sa chanson Confiance, avec sa chanson Et confiance, et confiance. Qu'a revêtu les traits avenants, responsables et poupins de maître Crabière et de maître Turcet. Monsieur le Président, je vous en prie. Je vous en prie. Faites acter sur une note d'audience. Vous ne serez pas dupes, car la réalité de l'aventure promise par Snake Corporation est glaçante, effrayante, criminelle. Je considère pour ma part que le consentement des époux Vigie a été vicié. Il a été vicié parce qu'on leur a proposé de signer une convention qui est contraire à l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cet article 16 dispose expressément le droit de fonder une famille, puisque la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et qu'elle a droit à la protection de la société et de l'État. Comment peut-on donner son consentement à un contrat de 955 pages, obtenu par la contrainte économique, alors qu'on a tout perdu et que, à partir du moment où on a tout perdu sur Terre, on est prêt à renoncer à tout, dès lors qu'on nous promet une utopie merveilleuse, un avenir où la pauvreté, la vulnérabilité seraient soi-disant exclues. J'ai vraiment l'impression que Snake Corporation, comme certains juristes consultes romains, considèrent que l'esclave est plus heureux que l'homme libre soumis à la pauvreté. C'est ça le destin que vous nous promettez. Est-ce que ces colons ont signé un contrat de travail ? Je ne le crois pas non plus. Parce que pour que ce contrat de travail puisse être valide, encore faudrait-il qu'ils aient une rémunération. Ils n'en ont pas. Il faudrait qu'ils aient des congés payés, un repos, la possibilité d'être soignés. En réalité, il n'en est rien. Et s'agissant de ce contrat, pour en revenir à l'enfant, ce contrat qui, de mon point de vue, est un véritable aveu, et un aveu judiciaire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, et vous vous reporterez dans votre délibéré au point 2.3, à la majorité de l'enfant, page 879 à 955. Cela veut donc dire que non seulement Snake Corporation veut s'approprier cet enfant à naître, que Snake Corporation veut au mieux avoir une garde partagée sur cet enfant avec les époux Vigie, avec ses parents, ou organiser la cession de cet enfant à son profit, mais en plus, à sa majorité, vous l'entendez bien, cet enfant n'est toujours pas libre. Cet enfant
finalement, est un enfant qui répond, et peut-être que Maître Crabière ou l'avocat déontologue, Maître Turcet, vont se lever. Ça me fait penser à quoi, ces engagements perpétuels? Ça me fait penser à l'article 12 du Code noir de 1685, un code évidemment aujourd'hui abrogé, qui disposait quoi? Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront au maître. C'est exactement la lecture et la seule lecture que l'on peut faire de ce contrat. Et ce contrat prévoit une absence totale de liberté pour les époux vigies de pouvoir jouir de leur enfant, de cet enfant de pouvoir s'exprimer, se développer, être nourri, et de cet enfant de avoir une vie d'adulte. Il vous appartient en application de ce contrat. Et je dois dire que nous ne pouvons pas accepter comme ministère public d'abandonner cet enfant aux mains d'une société cynique et vorace dont le seul objet semble être de coloniser des nouvelles planètes en esclavagisant les êtres humains, en leur faisant renoncer à leurs droits fondamentaux. C'est ça la réalité de ce que vous proposez, me semble-t-il. Sur l'action pénale, je considère pour ma part que vous avez commis plusieurs infractions. La première d'entre elles, c'est le délit d'abus de faiblesse. Vous avez comme interlocuteur, délit d'abus de faiblesse dont je rappelle à la Cour qu'il est prévu par l'article 225-15-2 du Code de procédure pénale. Maître Turcet, lorsque vous étiez vous-même avocat général, c'est que vous serviez le service public, vous en avez certainement le souvenir. Maintenant, vous êtes avocat déontologue au profit d'une entreprise privée. Je me permets, c'est cet article 200... Je me permets d'interrompre juste pour prévenir que je pense qu'il s'agit du Code pénal et non pas du Code de procédure pénale. Du Code Merci, pénal, du Code pénal. Du Code pénal. Oui. Vous avez raison de me reprendre. Oui, tout à fait. Ce qui montre que vous le connaissez, donc votre mauvaise foi est d'autant plus caractérisée. Cet abus de faiblesse qui vise des individus sans avenir, sans futur, sans territoire, sans richesse, sans toit, à qui l'on propose, au travers d'un contrat, encore une fois j'insiste, de 955 pages, et cet abus de faiblesse est analysé au regard de l'abandon ou de l'étendue de l'abandon des droits consentis par la partie vulnérable, cet abus de faiblesse me semble caractérisé, mais ce n'est pas le plus grave, si j'ose dire. Le plus grave, c'est les crimes contre l'humanité que vous avez commis. Vous avez visé une population déterminée. Cette population, c'est la population civile des apatrides climatiques. Car grâce aux lanceurs d'alerte qui ont été regroupés sous la bannière de Maître Millet-Ursin, nous savons que vous avez systématiquement proposé ce type de convention à des personnes qui n'avaient plus rien, à ces apatrides climatiques. Vous avez identifié une population civile particulière. Et elle est suffisamment nombreuse, malheureusement, compte tenu des millions d'entre eux, pour que vous leur ayez proposé ces conventions qui aboutissent ni plus ni moins au travers d'une attaque systématique et généralisée au sens du statut de Rome, attaque généralisée par l'importance des crimes commis, attaque systématique parce que le même scénario se répète à l'infini. On propose ce type de convention, vous montez dans la capsule spatiale, vous renoncez à revenir sur Terre, vous renoncez à la liberté de disposer de votre corps, vous renoncez à avoir des enfants, vous renoncez à pouvoir être rémunéré pour le travail que vous effectuez. Il s'agit pour moi d'une attaque systématique et généralisée. Et en plus, nous devons y ajouter le fait que ces colons spatiaux sont vos esclaves. Car vous organisez leur transfert, j'appelle ça de la traite des êtres humains, c'est une des circonstances aggravantes du crime contre l'humanité, vous organisez leur esclavage de façon délibérée, puisqu'ils n'ont droit à rien dans votre système contractuel totalement dérégulé. Et à partir de là, il me semble que s'agissant de la caractérisation de ces infractions qui trouvent leur source dans ces conventions, vous devrez annuler ces conventions, vous devrez caractériser ces infractions
Et vous retiendrez aussi le crime d'emprisonnement. Il faut reconnaître une grande qualité à Snake Corporation, c'est sa constance et sa cohérence. Puisqu'il n'y a rien sur Terre, je vous propose rien dans l'espace. Puisqu'il y a un trou noir dans l'espace, je vous propose un trou noir pour les droits fondamentaux. Et l'exploit ultime, c'est d'avoir réussi à créer des colonies spatiales pénitentiaires, où les victimes du dérèglement climatique en viennent à être considérées comme les coupables de ce qui s'est déroulé sur Terre et se retrouvent enfermées de façon perpétuelle. Ça s'appelle, au sens du statut de Rome, un crime d'emprisonnement. Compte tenu de la gravité de ces infractions, je dois dire que je vais demander à votre cour de prononcer des peines sévères. Sans surprise. La première, c'est que je vais vous demander la dissolution pure et simple de la personne morale Snake Corporation. Notre code le permet. On rétorquera peut-être de l'autre côté de la barre que c'est une peine de mort appliquée à une personne morale, mais finalement, vu le traitement que vous réservez aux colons spatiaux, vous n'allez pas faire pleurer Margot. Dissolution. Plutôt que de faire pleurer Margot, j'aimerais faire un peu de droit, Monsieur le Président. Nous répliquerons tout ce qui est excessif est insignifiant, mais le code dont vous nous parlez, ce que vous pensiez être le code de procédure pénale et qui finalement s'avère le code pénal, je crois que c'est le code pénal français qui s'applique sur le sol français. Pas sur le territoire des îles Caïmans, encore moins sur celui de la colonie. Donc les règles du code pénal français, vous pouvez les exposer en long, en large et en travers. Nous ne sommes pas sur la colonie soumis au droit pénal français qui s'applique sur le sol français et qui s'applique aussi, je vous le concède, aux victimes françaises, hors du territoire français. Mais je vous rappelle que les époux Vigy sont apatrides. Le droit pénal français n'a aucun critère de compétence et, j'allais dire, vos réquisitions non plus. Pardonnez-moi, monsieur. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir respecté la police de l'audience, puisque rarement le ministère public n'aura été autant de fois interrompu dans des réquisitions. J'espère que cela n'augure pas de la décision qui sera rendue dans quelques minutes par votre cour. Je rappelle que votre juridiction, et je le dis à l'attention de l'opinion publique, est une juridiction particulière. Elle englobe à la fois les dispositifs civils et pénaux. Et je suis ravi de l'intervention de Maître Turcet, avocat déontologue, pas déontologue du respect du contradictoire, ça c'est clair. Mais la peine de dissolution n'est pas propre au droit pénal français. Je suis désolé de vous le dire. Vous avez beaucoup de dispositifs internationaux qui le prévoient. Regardez le traité de Rome à nouveau. C'est prévu. Et ce traité de Rome, qui est donc une convention internationale, a vocation, et c'est la deuxième demande que je forme, d'ordonner la confiscation de tous les biens de Snake Corporation. La confiscation physique et la confiscation en valeur, c'est-à-dire pas simplement les infrastructures, mais aussi toutes les abondantes richesses consolidées grâce à la politique de prédation qui est celle de Snake Corporation. Je vous demande de confisquer tout. Mais ce n'est pas pour que ça tombe dans les poches du ministère public, je vous rassure. C'est pour, d'une part, permettre pour les colons spatiaux qui décideraient de rester dans ces capsules de bénéficier, finalement c'est le fruit de leur travail, de ces infrastructures. Et pour celles et ceux qui pourraient revenir enfin sur Terre, parce que le ministère public est certes aussi l'avocat de l'amour et de la famille, mais je crois qu'il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Certains et certaines décideront de revenir et il faut qu'ils aient les moyens de subsister sur Terre. Leur territoire a été englouti par un tsunami, a été ravagé par des incendies. Ils iront ailleurs.
grâce à vous. Grâce à vous, ils pourront se réinstaller. Grâce à vous, ils pourront financer l'éducation de leurs enfants. Voilà ce que je demande. Bien sûr, je demande également, et vous l'avez déjà compris, que vous profitiez de ce litige pour consacrer un ordre public spatial, mais pas un ordre public spatial à la petite semaine, si vous me permettez cette familiarité quand on voit l'agressivité de ces entreprises et leur façon de se comporter sans scrupules et sans état d'âme. Un ordre public où les droits fondamentaux, dans leur expression la plus totale, celle de l'ensemble de nos déclarations universelles ou de certains pays des droits de l'homme, soient pleinement consacrés, pour que plus jamais, ni en 2090, ni en 2130, ni en 2350, des entreprises comme Snake Corporation esclavagisent des individus, acquièrent la propriété ou tentent d'acquérir la propriété d'enfants à naître, des droits fondamentaux qui s'appliqueront, même si malheureusement, nous devons constater, je ne serai plus là pour le constater, la disparition de notre planète Terre. Et puisque c'est une belle salle d'audience qui est celle de Victor Hugo, je vais vous demander de rêver et de dire, au travers de votre décision, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, de dire aux époux Vigie, de dire aux colons spatiaux, de dire à l'ensemble de l'humanité ce propos de Victor Hugo. Rêvez aussi que s'ouvrent les imaginaires et que les avenirs empêchés deviennent des mondes à explorer. Merci, Monsieur le procureur général. Eh bien, la parole est à Maître Turcet et à Maître Crabière. De votre côté, vous prétendez que les intérêts de la Snake Corporation et que la vie dans l'espace ne peut être soumise à aucun droit terrien et qu'ainsi la seule solution viable pour tout un chacun est de définir contractuellement les modalités d'exercice de la liberté des citoyens de l'espace qui vivent au sein de vos infrastructures. Compte tenu de la teneur des arguments de vos confrères et des réquisitions à votre encontre, la Cour attend avec impatience vos arguments. Maître Crabière, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, je vais être très honnête, c'est un peu la mort dans l'âme que je me trouve devant vous aujourd'hui parce que les mots que je vais avoir à dire, je n'avais pas envie de les dire, mais j'y suis contraint par l'audience hallucinante que nous venons de vivre et qui a culminé avec les réquisitions absolument hystériques de Monsieur l'avocat général. Cela fait des mois qu'avec le déontologue de Snake Corporation, l'avocat déontologue de Snake Corporation, Maître Turcet, qui est avec moi ici aujourd'hui, nous tentons de rassurer le bureau exécutif de Snake Corporation en leur disant, bien sûr, ça peut sembler ne pas très bien se passer, se présenter en tout cas, cette histoire avec le bébé, ça n'a pas été bien géré, tout ça a été fait un peu dans l'urgence, il y a des choses à revoir, cette histoire avec les colons, ça n'a pas été très bien géré, les pionniers spatiaux, il y a peut-être des choses à revoir, peut-être avec le recul que le nom de Snake Corporation n'était pas la meilleure idée du monde, que médiatiquement ça ne se présente pas très bien, mais la Cour des droits et libertés, votre cour, et en réalité toute audience, quand ça se passe bien, c'est l'occasion d'exprimer de manière apaisée une parole complexe. Et visiblement, je me trompais. Ce que nous rappelions au bureau exécutif de Snake Corporation, c'est un certain nombre de choses qui, pour nous, étaient vraiment des évidences absolues. Notre planète est en train de crever. C'est une réalité. Les chefs d'État et de gouvernement que vous représentez aujourd'hui, monsieur l'avocat général, parce que quand on porte la parole publique, on la porte avec le poids des responsabilités qui va derrière. Donc notre planète est en train de crever parce que les chefs d'État et de gouvernement ont été incapables de gérer le réchauffement climatique, la montée des eaux, l'augmentation des températures, ces mouvements de population de réfugiés climatiques par millions sur une planète à plus de 10 milliards d'êtres humains, qui ont créé des tensions géopolitiques telles que si nous ne mourrons pas du réchauffement climatique, nous mourrons d'une guerre nucléaire. Dans un cas comme dans l'autre,
ce sera bien fait pour nous, nous l'aurons bien cherché, ou en tout cas ce sera la faute des États et des gouvernements que vous représentez, monsieur l'avocat général. Première évidence. Deuxième évidence, la seule solution face à ça, c'est la colonisation spatiale. Alors c'est très intéressant quand on se penche sur cette question de voir que cette évidence-là, elle date de 1950. Dès 1950, tous les grands astrophysiciens mondiaux sont d'accord. Si on ne colonise pas l'espace, un jour l'humanité disparaîtra. Une vie, ça se termine. Une civilisation, ça se termine. Et une espèce, ça se termine. Et rester sur Terre, c'est entre guillemets, mettre tous ses œufs dans le même panier. Comme un investissement à risque, vous pouvez gagner beaucoup et vous pouvez perdre tout votre argent. Si votre population elle est sur une seule planète, eh bien vous êtes soumis au risque de cette planète et un jour, votre espèce disparaît. La seule solution, c'est la colonisation spatiale. Deuxième évidence. Troisième évidence, les États, les gouvernements ont été absolument incapables de mettre en œuvre cette colonisation spatiale. Parce que ça, monsieur l'avocat général, pour détruire la planète, pour mettre en danger tout le monde, pour le réchauffement climatique et pour les risques de guerre mondiale, il y a du monde. Mais pour trouver des solutions, pour cela, il aurait fallu que l'esprit du traité de 67 perdure. L'idée de l'espace comme res communis, comme chose commune à tous pour le bénéfice de l'humanité, cela reste. Et pendant un temps, on y a cru. Souvenez-vous de l'ISS, la Station spatiale internationale. Après la guerre froide, des Russes et des Américains ensemble dans l'espace, parce que l'importance du défi spatial était supérieure à nos rivalités, à nos oppositions parfois très fortes sur Terre. Eh bien ça, dans les années 2020, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté au moment où les États-Unis ont dit qu'ils ne coopéreraient pas avec la Chine dans l'espace. Ça s'est arrêté au moment où, dans les années 2020, à nouveau, les Russes ont dit qu'ils quittaient l'ISS et qu'ils allaient créer leur propre station spatiale française. Ça s'est arrêté avec les accords d'Artémis, qui ont créé deux blocs, les États-Unis et les Européens d'un côté, la Russie et la Chine de l'autre. Et à partir du moment où nous n'étions plus ensemble, c'était fini, c'était foutu. Les grandes solutions pour la colonisation spatiale, c'est les entreprises privées qui les ont trouvées face aux incapacités des États. La voile solaire, c'est-à-dire la capacité de se servir de la pression qui résulte du rayonnement spatial pour pouvoir se déplacer dans l'espace et produire de l'énergie. Depuis les années 2020, on sait que théoriquement c'est possible, mais il y avait des difficultés majeures. 2037, Snec Corporation trouve la solution. La transformation du CO2, du dioxyde de carbone que nous respirons, en eau pour permettre à une colonie de vivre sur le long terme. On sait que c'est théoriquement possible. 2041, Snec Corporation trouve la solution. La survie, grâce à l'aventure spatiale, c'est Snec. Ça n'est pas les États et les gouvernements. Et vous voyez, moi, face au bureau exécutif de Snec Corporation, j'étais extrêmement fier de mon petit syllogisme qui me semblait parfait, tellement presque rhétorique qu'on aurait pu croire, Dieu en préserve, que j'avais fait mes études à Sciences Po. Vous voyez ce syllogisme. La Terre est en train de mourir. La seule solution, c'est la colonisation spatiale, majeure. Seul Snec Corporation sait faire la colonisation spatiale, mineure. Donc la survie de l'humanité, c'est Snec Corporation. Conclusion. Et cela, c'était jusqu'à cette audience complètement folle, où nous arrivions pourtant confiants, et avec les accusations de monsieur l'avocat général, mais enfin, esclavagisme, emprisonnement, crime contre l'humanité, mais... Alors, je vais être volontairement un tout petit peu vulgaire, monsieur le Président, et je m'en excuse, mais monsieur l'avocat général, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Les États et les gouvernements que vous représentez, est-ce que je les accuse d'empoisonnement de la planète? Est-ce que je les accuse de mise en danger de l'humanité avec ses risques environnementaux et climatiques? Là, je vais être un peu lyrique, j'en suis désolé, mais la terrible bête à 7 têtes couronnées de l'Apocalypse qui avale les mondes, ce n'est pas nous, monsieur l'avocat général, c'est vous. Et maintenant, drapé dans votre dignité, vous nous accusez d'esclavagisme et de crimes contre l'humanité. Si votre cour faisait droit aux réquisitions de monsieur l'avocat général et ordonnait la dissolution de Snec Corporation, alors je vous demanderais d'avoir au moins l'honnêteté intellectuelle dans votre décision, de ne pas dire « ordonnons la dissolution de Snec Corporation », mais d'écrire « ordonnons la fin du monde ». C'est plus simple et au moins vous assumerez votre décision. Et je vais même aller plus loin et je vais aller au bout du raisonnement parce que il y a une vérité qui est là au milieu de cette audience et qui est tellement dérangeante que nous faisons tous semblant de ne pas la voir. Eh bien moi, je vais mettre les pieds dans le plat et cette vérité qui embête tout le monde est que par
pudeur, par gêne, nous faisons semblant de ne pas voir, je vais vous la dire. Elle est très simple et elle peut se résumer en paraphrasant un extrait de Watchmen, vous savez, le comics d'Alan Moore des années 80. Ce n'est pas Snake Corporation qui est enfermé dans cette salle avec vous aujourd'hui, c'est vous qui êtes enfermé dans cette salle avec Snake Corporation. Parce que si vous ordonnez la dissolution de Snake Corporation, moi je sais déjà ce que vous répondrez à Snake Corporation. Non, pas envie. Parce que, alors, je suis certain que sur Terre, la pression diplomatique, les conventions internationales feront que vous réussirez à vous rendre dans les îles Crocodiles. Vous arriverez, vous saisirez 20 ordinateurs et 15 pauvres types qui passeraient par là seront interpellés. Et voilà, mais dans l'espace, monsieur l'avocat général, les États, les gouvernements, combien de divisions? À partir du moment où les États et les gouvernements ont abandonné aux sociétés privées la conquête spatiale, ils ont renoncé à leur impérium dans l'espace. Dans puissance publique, il y a puissance. Vous êtes aujourd'hui une justice avec une balance, mais à qui on a ôté son glaive. Et je vous dis ce qui se passera. Vous aurez d'un côté la Terre, aux mains des États, des gouvernements, de monsieur l'avocat général, et vous aurez de l'autre côté l'espace, avec Snake Corporation, et depuis leurs arches spatiales, les colons spatiaux regarderont la Terre mourir. Et c'est pour ça que je vous en conjure, ne faites pas droit aux réquisitions de monsieur l'avocat général. Il y a des choses qui ont été très mal gérées et Snake Corporation est prêt à s'amender sur un certain nombre de points. Suivez plutôt les propositions que va vous faire maintenant mon très estimé confrère, Maître Turcet. Je vous remercie. La parole est à Maître Turcet, avocat déontologue. Déontologue d'entreprise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, permettez-moi de me présenter, même si vous l'avez déjà fait. Je suis l'avocat déontologue de la société Espace, Nature, Aventure, Savoir, Entreprise. En anglais, effectivement, Space, Nature, Adventure, Knowledge, Enterprise. Snake, quand on utilise les initiales à seule fin de nous dénigrer. Effectivement, le choix de ces initiales n'était peut-être pas du meilleur. J'ai été saisi par mon entreprise de la difficulté juridique nouvelle posée par la naissance à venir de l'enfant des époux Vigie. Et c'est moi, je l'avoue, qui ai conseillé à mon client de prévoir pour l'enfant à naître un statut contractuel. Nous l'avons proposé à ses parents, qui l'ont refusé, et votre cour est saisie. Pourquoi ai-je fait cette proposition? Pour qu'il ait un statut, pour que cet enfant puisse bénéficier d'un certain nombre de droits. Si on ne lui reconnaît pas un statut, il n'en aura aucun, ce qui serait manifestement totalement contraire à sa dignité d'être humain. Cet enfant, rappelons-le, car c'est quand même un point fondamental, cet enfant ne naîtra pas sur Terre. Il ne naîtra donc pas sur le territoire d'un État dont il pourrait acquérir la nationalité. Ses parents sont apatrides, leur État d'origine a disparu. Né en dehors du territoire terrestre, de parents apatrides, cet enfant n'aura aucune nationalité. Il sera donc soumis aux lois d'aucun État qui serait susceptible de le protéger. La colonie spatiale où il verra le jour est une entité économique, régie par des règles contractuelles, auxquelles il ne peut même pas être partie, puisqu'elles ont été définies avant sa naissance, et même avant sa conception, et qui n'est pas encore en situation d'y adhérer. Le territoire de la colonie n'est régi par aucune loi terrestre. Il n'est régi non plus par aucune convention internationale signée par des États, puisqu'il n'est pas sur le territoire d'un État. Est-ce à dire pour autant que la colonie est un espace de non-droit? Pas du tout, et ce, grâce à nous. Comme les règles de droit sont indispensables à toute communauté humaine, à défaut de loi, nous avons choisi de recourir à la seule source de droit disponible, à savoir le contrat. Qui peut aujourd'hui sérieusement nous reprocher d'avoir créé du droit là où il n'y en avait pas? Je rappelle que toutes les philosophies politiques terrestres reposent sur l'existence d'un contrat, le fameux contrat social, implicite ou explicite, passé entre les citoyens et ceux qui les gouvernent.
Ce contrat, relisons Jean-Jacques Rousseau, n'est pas un instrument d'oppression, au contraire. Ce contrat social est ce qui définit et protège les libertés des citoyens contre l'arbitraire de leurs gouvernants. Sans contrat, les employés de notre société se seraient trouvés dans une situation de non-droit absolu, proche effectivement de l'esclavage qu'on nous agite comme un spectre. C'est le contrat qui protège leur liberté. Qu'aurait-on dit si nous les avions simplement embarqués pour l'espace, d'autorité, à fond de cale de vaisseau spatial, sans aucun cadre juridique? Là, peut-être qu'une partie des réquisitions de monsieur l'avocat général aurait eu un début de fondement. Mais il y avait un contrat. Alors il paraît que ce contrat de travail est déséquilibré, léonin, contraire à l'ordre public terrestre, et qu'il doit être annulé. Bien. Supposons que votre cour l'annule. Que deviendraient les personnes concernées? Ces personnes hébergées sur la colonie se retrouveraient de fait entièrement soumises au bon vouloir de notre société qui détient toutes les infrastructures. Les employés deviendraient des occupants sans droit ni titre, des squatters. Annuler le contrat, c'est transformer les employés de notre société en squatters de l'espace. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien ce que l'on demande de l'autre côté de la barre? Alors peut-être faut-il simplement modifier quelques clauses du contrat de travail, ajouter des congés payés, des RTT, des prestations sociales. Pourquoi pas? Nous n'y sommes pas opposés. Nous ne sommes pas opposés, à condition de maintenir la clause de non-procréation. Car d'après ce que je comprends, on nous reproche également d'avoir fait figurer dans le contrat des époux vigie une clause au terme de laquelle ils se sont engagés à ne pas avoir d'enfants durant leur affectation au sein de la colonie. C'était tout simplement pour éviter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Ces difficultés, je vous les rappelle brièvement, pour que vous compreniez bien que cette clause était justifiée par des considérations parfaitement rationnelles, et non, comme on vous le soutient, par la volonté de porter atteinte aux aspirations des intéressés qui s'aiment. L'enfant qui va naître n'aura pas de nationalité, pas de statut juridique. Il n'y a pas non plus d'état civil sur la colonie. Les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ne sont pas prévues. Les parents pourront-ils être tenus pour responsables des agissements de leurs enfants? Eh bien, personne n'en sait rien. Ce qui est certain, c'est que la colonie n'a pas été conçue pour accueillir un enfant. Elle ne dispose pas des infrastructures nécessaires, médicales, éducatives, scolaires. L'aventure spatiale à son premier stade, qui est aujourd'hui le nôtre, n'est pas pour les enfants. Imagine-t-on, par exemple, puisque les armées terrestres sont mixtes, qu'un couple de sous-mariniers, embarqués pour une mission de longue durée, décide d'avoir un enfant pendant la durée de cette mission? Que l'enfant puisse gambader entre le poste de commandement et les torpilles nucléaires? Notre colonie est pacifique, mais elle est remplie de valves, de réservoirs d'oxygène, de boutons rouges, de trappes d'évacuation. Ça n'est pas une aire de jeu. Un jour, peut-être, nous pourrons accueillir et élever convenablement des enfants. Un jour. Mais nous n'en sommes pas là. Accepter aujourd'hui ce que veulent les époux vigie, c'est compromettre toute notre aventure et mettre en danger la colonisation spatiale. Par ailleurs, cela reviendrait à imposer à notre société une charge indue. Pardon de parler d'argent, mais l'argent est aussi une réalité. Les soins dont l'enfant devra faire l'objet constitueront pour notre société une charge, unilatéralement imposée par ses parents. Qui va payer pour cet enfant la nourriture, l'oxygène, les fournitures, les dépenses de santé? Eh bien, c'est la société Space, Nature, Adventure, Knowledge, Enterprise. Ces dirigeants m'avaient consulté sur la possibilité de rajouter au contrat passé avec les époux vigie un avenant prévoyant la déduction de ces frais du salaire des parents, car ils ont un salaire. Lors de mon audition devant le conseil d'administration, j'ai déconseillé cette solution en faisant valoir deux arguments. D'une part, ça reviendrait à reconnaître implicitement l'absence de validité de la clause de non-procréation.
qui nous apparaît économiquement justifié. Les ressources de la colonie sont limitées, elles ne résisteront pas à une expansion démographique qui peut s'avérer destructrice, comme cela est malheureusement le cas sur Terre. La clause de non-procréation sur la colonie est indispensable à ce stade et nous n'y renonçons pas. D'autre part, si nous présentions en quelque sorte la facture aux parents, on nous reprocherait d'abuser de la situation et de modifier le contrat pour sauvegarder nos seuls intérêts, ce qui n'a jamais été notre intention. Est-ce que le ministère public pourrait ne pas interrompre, par ses rires désobligeants, l'exercice des droits de la défense ? Il vient de requérir la peine de mort à l'encontre de notre personne morale. Un peu de dignité. J'ai choisi une autre option. Ne pas présenter la facture aux parents, mais doter l'enfant d'un véritable statut juridique défini par contrat séparé. Les parents n'ont pas voulu, ils ont saisi votre cours. Je ne pouvais pas deviner en formulant cette proposition pour des raisons que je crois justes qu'on la caricaturerait à ce point. À entendre les représentants des époux Vigie, on ne peut pas s'empêcher de penser à ces vieilles légendes terrestres dans lesquelles, en échange d'un service, le diable fait signer à de pauvres gens par une nuit sans lune, avec leur sang, un parchemin maléfique par lequel ils lui abandonnent leur âme ou celle de leur enfant. Non, le fondateur de notre société n'a pas les pieds fourchus. Il a simplement cherché, sur les conseils de son déontologue, qui ne les a pas non plus, une solution pour un problème juridique inédit. Si la solution proposée n'est pas la bonne, nous sommes parfaitement disposés à en discuter. Nous avons simplement tenté de combler un vide juridique évident, dont les États s'étaient jusqu'à présent totalement désintéressés, et nous avons utilisé les moyens à notre disposition, le contrat. Si votre cour considère qu'il y a d'autres pistes à explorer, nous sommes prêts à le faire. Puisque les règles du code pénal ou du code civil ne s'appliquent pas sur la colonie, tout est possible. Prise en charge collective de l'enfant par tous les membres de la colonie, adoption symbolique de celui-ci par la société, lancement, peut-être une solution intéressante, d'une fondation pour l'entretien de l'enfant. Nous ne revendiquons aucune de ces solutions, car nous maintenons que nous avons déjà trouvé la bonne. Mais nous sommes ouverts au dialogue. Votre cour est devant une tâche extrêmement difficile, celle de dire un droit qui n'existe pas encore. Il ne peut pas y avoir de loi sur le territoire de la colonie, puisque celle-ci n'est pas un État. L'enfant qui naîtra de parents apatrides, sur un territoire qui n'est pas un État, n'aura pas de nationalité. Il faut le doter d'un statut. Et si l'on ne veut pas qu'il soit prévu par un contrat, ce qui est pourtant à notre avis la seule solution, quelles autorités pourront imposer les normes nécessaires ? Je n'imagine pas que la Terre décide d'annexer purement et simplement la colonie pour la soumettre aux lois d'un État. On aimerait bien savoir lequel d'ailleurs. Ça serait un acte d'agression évident, puni par ces normes de droit international public dont on a beaucoup entendu parler de l'autre côté de la barre. Alors, faut-il transformer la colonie en un État souverain, la doter d'une constitution, d'une déclaration des droits, d'un parlement, d'un gouvernement ? Cela reviendrait à exproprier notre société, ce qui suppose, je me permets de le souligner, une juste et préalable indemnité. Je vous rappelle les termes de l'article 17 de l'antique Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisqu'on nous dit que les déclarations terrestres sont applicables sur le territoire de la colonie. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Nous sommes ouverts à la discussion, à condition qu'elle ait lieu dans le calme, sur la base de considérations juridiques, dans le respect des droits de tous, y compris les nôtres, et non dans un climat d'hystérie et d'émotions incontrôlées. J'ai confiance
dans la sagesse de la Cour. Merci. Est-ce qu'une partie souhaite ajouter quelque chose à tout ce qui vient d'être dit? Pour les époux Vigie? Non, merci, Monsieur le Président. Pour les colons spatiaux? Non, merci, Monsieur le procureur général? Oui. Je n'ai pas voulu interrompre la défense. Je n'ai pas bénéficié du même traitement. Mais je voudrais simplement indiquer à votre cour que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, et je vais vous faire une confession, délectation, les plaidoiries de mes confrères, de mes contradicteurs. Quelle modestie! Si vous intervenez sur les îles Crocodiles, vous trouverez 20 pelés, 4 tondus, avec 20 ordinateurs. Si vous décidez de nous dissoudre, nous vous regarderons au loin dans nos colonies spatiales et vous ne pourrez rien faire. Combien de divisions? Combien de divisions à la Cour? Combien de divisions à l'ordre public international? Combien de divisions avons-nous, humanité, pour nous défendre contre ces sociétés prédatrices? Et toujours cette modestie qui a été soulignée encore par Maître Turcet. Bon, allez, on va un peu négocier avec vous. On est ouvert à la discussion, un peu de congé, un peu de repos compensateur. On ne va pas en faire un fromage. Voilà, c'est ça, Snake Corporation. C'est une société qui s'est arrogé le droit d'exister en dehors de tout cadre d'ordre public international. C'est pour cela qu'il est important que vous proclamiez ces droits fondamentaux. C'est pour cela que c'est important que vous consacriez cet ordre public spatial. Sinon, c'est un avenir pas très heureux, et encore moins heureux qu'aujourd'hui, qui nous attend. Merci. Pour la Snake Corporation? La parole en dernier à la défense, ça fait du mal, n'est-ce pas, monsieur l'avocat général? Je pensais au début me contenter de vous répondre que ce qui est excessif est insignifiant, c'est ce que disait déjà Maître Turcet, mais je trouve que monsieur l'avocat général a toujours le même raisonnement qui est de reprocher à Snake Corporation l'incurie des États. C'est-à-dire, et vous voyez là le raisonnement, de reprocher à Snake Corporation d'avoir créé du droit en l'absence d'ordre public international spatial. Les États, les gouvernements, s'ils vont ensemble à l'ONU, s'ils se mettent d'accord et s'ils font comme ils l'ont fait en 1967, un ordre public international spatial, mais Snake Corporation le répète, le respecte, le problème il est toujours là. On ne peut pas reprocher à Snake l'incurie des États, surtout après ce qu'ils ont fait à notre planète. Et j'en aurais terminé. Merci. Parmi les membres des jurés, est-ce qu'il y a des questions à poser? Eh bien, je rappelle que les questions posées à la Cour des droits et des libertés sont les suivantes. Première question, le contrat interdisant la conception de bébés dans l'espace est-il valable? Deuxième question, le projet de contrat amené à régir le statut de l'enfant à naître est-il valable? Troisième question, les personnes travaillant pour la Snake Corporation ont-elles le statut de salariés? Quatrième question, faut-il dissoudre la société Snake Corporation et confier ses infrastructures aux colons spatiaux? Et existe-t-il des droits fondamentaux de l'espace? Voilà, je déclare clore les débats. Mais avant cela, mesdames et messieurs les jurys, avant que nous nous retirions pour délibérer, je dois vous donner lecture de l'instruction suivante. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la Cour des moyens pour lesquels ils sont convenus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles elles doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'un argument. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelles impressions ont faites sur leurs raisons les argumentations des parties. La loi ne leur pose que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Mesdames et messieurs les jurés, nous allons maintenant nous retirer en salle des délibérés. Nous pourrons en sortir qu'avec notre décision,
J'invite Monsieur le chef du service d'ordre de la Cour des droits et des libertés à faire garder la salle des délibérés. Nul ne pourra entrer ou sortir sans mon autorisation. L'audience est suspendue. Mesdames et messieurs, comme annoncé tout à l'heure pendant que la Cour est en train de délibérer, tel que nous l'avons pensé avec les jurisnotes, nous souhaitons en effet que de votre côté, on va vous poser les mêmes questions et on va voir comment vous allez répondre aux questions qui ont été préparées par les jurisnotes cette année. Alors, le procédé est assez simple. Tu nous le réexpliques peut-être, Flore ? Eh bien, est-ce que tout le monde est équipé ? Ouais, très bien. Eh bien, écoutez, on va de nouveau vous poser les questions qui ont été posées à la Cour. Et puis, si votre intime conviction vous conduit à répondre oui à la dite question, vous pourrez lever votre petit carton vert. Et si vous préférez, si votre intime conviction vous dit de répondre plutôt non, eh bien, vous lèverez votre carton rouge-orangé. Voilà. On distribue... Ah non, si ça commence à tricher dès le départ, alors là, sincèrement, c'est de pire en pire. Donc, alors la première question... La première question, Stéphane. Je savais, tu feras la suivante. Le contrat interdisant la conception de bébés dans l'espace est-il valable ? Alors, qu'en pensez-vous ? C'est divisé, majorité de rouge qui se détache. Mais avec une participation de vert qui n'est pas... Pas négligeable. Qui n'est pas négligeable. En effet, on dirait un bon 60% de rouge. Ah oui, très bien. Je te laisse poser la question suivante. Alors, merci. Deuxième question. Le projet de contrat amené à régir le statut de l'enfant à naître est-il valable ? Une marée rouge. Ah oui, là, c'est rouge. Là, ça déferle. Oui, sincèrement. Oui. 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 Non, il y a quelques rebelles. On est dans l'espace. Ah oui, donc, oui. Au fond, ça... Ouais. Très bien, très bien. Question suivante. Les colons travaillant pour la Snec Corporation sont-ils des salariés ? Et vous nous facilitez pas le travail quand même. C'est plutôt rouge, mais une nouvelle fois, il y a une proportion de vert qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas, Laure ? Oui. Effectivement. Bon, non, le rouge l'emporte quand même. On verra ce que dira la Cour. Quatrième question. Faut-il dissoudre la société Snec Corporation et confier ses infrastructures aux colons spatiaux, selon vous ? C'est rouge-vert. Pardon, c'est rouge. C'est rouge, mais une nouvelle fois, c'est partagé. Il y a quand même du vert non négligeable. Les années précédentes, monsieur le procureur, c'était plus tranché, pardon de vous le dire. Ça veut dire que les plaidoiries ont quand même été remarquables. Enfin, la dernière question, la Cour doit-elle proclamer des droits fondamentaux de l'espace ? Il n'y a pas de débat. Il y a un débat au fond quand même. Oui. Alors on a quand même deux personnes qui ne veulent pas des droits fondamentaux. On va pas donner leur nom ce soir, mais il faut le savoir. C'est important. On vous remercie. Merci, on va aller faire le point avec la Cour. Nous dira la Cour. Et j'en profite pour préciser pour ceux que ça intéresse que les équipes de Snec Corporation se tiennent à la sortie de la salle et sont prêtes pour ceux qui le souhaitent à tenter l'aventure spatiale. Vous verrez qu'on est parti dans un bus. Il y a des films qu'on n'a pas encore diffusés, mais c'est un bus qu'il propose en réalité. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Avant d'annoncer sa décision, la Cour a été particulièrement sensible à la qualité des débats, aux enjeux de société qui sont portés et finalement au poids de cette question de la procréation spatiale. À la question, le contrat... Alors il y a eu un grand débat au sein du juré et bien entendu les questions elles sont posées, elles mériteraient d'être développées, mais ce sera l'objet de la motivation de notre jugement que nous rendrons. À la question, le contrat interdisant la conception des bébés dans l'espace est-il valable ? La réponse est non.
À la question « Le projet de contrat amendé amené à régir le statut de l'enfant à naître est-il valable ?», la réponse est non. À la question « Les personnes travaillant pour Snake Corporation ont-ils le statut de salarié ?», la réponse est non. À la question « Faut-il dissoudre la société Snake Corporation et confier ses infrastructures aux colons spatiaux ?», la réponse est non. Enfin, à la question cruciale « Existe-t-il des droits fondamentaux de l'espace ?», la réponse est oui. La décision sera disponible dès demain au greffe de la Cour. Les parties disposent de 10 jours pour faire appel. L'audience est levée. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que les membres du jury nous ont dit une chose qui, chaque fois que nous faisons ce type de procès, revient chaque année. C'est que quand on écoute les uns et les autres, au fil de l'eau, on se rend compte que chacun a une part de vérité. Et donc vous comprenez pourquoi, dans une société démocratique, la place du droit est quelque chose de fondamental, pourquoi nous aimons notre métier, quels que soient les côtés de part et d'autre, nous, gens qui portons la robe, nous aimons le droit. Et vous voyez que le droit, c'est quelque chose qui est important, et c'est encore dans cette société, et merci à messieurs les représentants de l'Assemblée nationale, vous nous avez permis de montrer une des valeurs les plus belles du droit, c'est celle du contradictoire. Et vous avez vu, il faut savoir poser aussi des questions. Nous avons aussi eu beaucoup de mal, par rapport à la formulation des questions, à apporter des réponses. Françoise ? Moi, je ne peux pas dire mieux que Gérard, si ce n'est merci. Parce que je voulais juste dire, voilà, nous sommes un groupe de magistrats et d'avocats, on travaille très bien ensemble. On aime notre métier, mais on est avec les mêmes convictions. On choisit des sujets pour pouvoir réfléchir. On n'a pas de réponse, mais on essaye de réfléchir à des sujets. On n'a pas la prétention d'être spécialiste des sujets qu'on choisit. Voilà. Donc pour nous, c'est un très bon moment qu'on passe avec vous. C'est 1 an de travail. On n'a pas répété avant. Hein. Je veux dire, c'est one shot, comme diraient mes enfants. Je remercie vraiment infiniment tous les membres du jury, évidemment Dalloz, Lefebvre, nos députés. J'ose dire nos députés, puisque maintenant... Qui ont des idées pour des projets de loi. Hein. Voilà, et vraiment pour nous, c'est un moment précieux. Voilà, c'est un moment précieux dans notre vie professionnelle de pouvoir partager avec vous ce procès. Voilà. Merci, voilà. Merci infiniment. Et posez-vous des questions, vous voyez, posez-vous des questions. Merci beaucoup, merci. Merci à Eric Beauchevel. Ah oui, et puis, j'allais vous dire une chose. On a décidé que l'enfant s'appellerait Victor Hugo et il naîtrait à Vesoul. Merci à vous et à l'année prochaine.